Il est 13 heures sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022, sont désormais fixés sur leur sort depuis ce dimanche 10 juillet. Le taux d'admissibilité annoncé par le directeur des examens et concours est de 66,46% au plan national. Les détails en début d'édition. Vous suivrez également le condensé des différents plateaux de l'émission Dimanche C'est politique. Et puis, une journée de consultation médicale gratuite au profit des couches défavorisées. C'est une initiative de l'association Famille Patriote. Plus d'une centaine de femmes et enfants ont été dépistés dans le département de l'Atlantique, précisément dans l'arrondissement de Hévier. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Proclamation ce dimanche 10 juillet 2022 à la salle de conférence du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les résultats de l'examen du BEPC session de juin 2022. Le taux d'admissibilité annoncé par le directeur des examens et concours est de 66,46% sur le plan national. Un taux de réussite en hausse comparativement à celui de 2021. Adam Souley, Aziz. C'est en fin de matinée de ce dimanche 10 juillet 2022 que les résultats des candidats à la session de l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 ont été présentés à la presse. Et c'est le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudouadino, qui a procédé à la délibération des 10 résultats par département. Département premier, le Borgou, avec 74,46%. Département deuxième, le Koufo, avec 72,24%. Département troisième, le Littoral, avec 71,84%. Département quatrième, l'Atlantique, avec 69,90%. Département cinquième, le Mono, avec 69,66%. Département sixième, l'Atakura, avec 67,53%. Département septième, le Zou, avec 67,45%. Département 8e, l'Ouémé, avec 63,08%. Département 9e, la Donga, avec 61,98%. Département 10e, les Collines, avec 57%. Département 11e, la Libori, avec 53,61%. Département 12e, le Plateau, avec 50,48%. Au total, au plan national, pour le compte de cette session du BEPC de juin 2022, il se dégage un taux d'admissibilité national de 66,46%. Pour ce qui concerne la session du BEPC des aveugles, amblyopes et sourds-muets, il est enregistré un taux d'admissibilité de 85,19%. Pour ce qui est de la session du BEPC remplacement, il est enregistré un taux de réussite de 42,19%. Pour les candidats admissibles, des précisions leur sont apportées ici pour les phases des épreuves orales et sportives. Dès le lundi 11 juillet 2022, à partir de 10 heures, dans tous les départements seront affichés les noms des candidats admissibles. D'ores et déjà, les directeurs départementaux sont instruits au fin de prendre toutes les dispositions pratiques pour rendre les centres d'évaluation exploitables, de sorte que les candidats admissibles sont invités le mardi 12 juillet à partir de 7 heures, uniquement pour ce qui concerne les candidats admissibles de série MC dans tous les centres pour subir les épreuves orales et sportives. Et le mercredi 13 juillet 2022, le reste des candidats de série MC qui n'auront pas pu achever de subir leurs évaluations orales et sportives pourront se présenter dans les centres le mercredi 13 juillet. Et en plus de cet effectif-là, tout le groupe
des candidats admissibles de série ML. Plusieurs facteurs ont concouru à ce taux de réussite au plan national, a précisé le directeur du cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le gouvernement a mobilisé efficacement les moyens humains, matériels, financiers et organisationnels, a rajouté l'autorité. Éducation toujours, mais à l'échelon supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue de l'enseignement secondaire ont visité la semaine écoulée l'enceinte des centres de correction du bac. La tournée s'est achevée au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, où les deux ministres ont fait le point de leur constat à la presse et par là même rassuré les candidats. Reportage Mathilde Sabi et Boris Arisso. Du centre de correction du collège d'enseignement général Bégamé à Cotonou au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, les ministres des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont fait le tour. Les 11 centres de correction des copies du baccalauréat ont été visités. L'objectif est de s'assurer que les corrections se déroulent dans de bonnes conditions et sans incident majeur. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, Armel Hunkpati, superviseur du centre, rassure sur le bon déroulement des travaux. À la date d'aujourd'hui, les sous-commissions ont fini, les copies sont déjà entrées au secrétariat et quelques sous-commissions, 2, sont là pour les activités pédagogiques. Actuellement, nous sommes au contrôle des notes, des relevés, puis aussi à la saisie. Donc les deux se font simultanément et c'est ce qui se passe dans les autres centres aussi. Au cours de la visite, les ministres et leurs délégations ont rencontré les différents acteurs des différentes sous-commissions existantes. Les derniers endroits visités sont le secrétariat et les salles de saisie. Après l'effectivité des notes portées sur les copies, il s'avère indispensable de constater la suite dans les salles informatiques et selon les ministres, le constat est satisfaisant. Tout se passe très bien. Nous avons écouté à chaque niveau les responsables, les présidents des sous-commissions et nous sommes passés dans presque toutes les sous-commissions. Le constat, il est unique, il est encourageant. Tout le monde est là et fait du bon travail. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Déjà que c'est des professionnels qu'on a commis à la tâche. Ils n'ont pas été désignés par hasard, c'est des sachants. Mais nous leur avons demandé un maximum de concentration pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur. Entre l'impatience, l'angoisse et l'anxiété que vivent les candidats, les parents des candidats ainsi que leur entourage, le ministre Éléonore Yahi Ladécan rassure. À tous ces candidats, je dis simplement patience. Le bac n'est pas à ses débuts. Nous fixons un délai, le délai sera respecté. Donc pas de panique. La délibération se fera dans le même format, à savoir en ligne. On a déjà une plateforme à laquelle vous êtes très bien habitués pour éviter les bousculades que, heureusement, nous avons déjà poussées derrière nous. Pour rappel, la proclamation des résultats du baccalauréat session de juin 2022 est prévue pour le mercredi 13 juillet 2022. Je vous invite à présent à suivre un résumé de l'ensemble des rubriques de votre émission Dimanche c'est politique de ce 10 juillet 2022. C'est un Wilfried Léon Humbedi décontracté face aux questions des journalistes. Pendant une cinquantaine de minutes à bâton rompu, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur plusieurs sujets liés à l'actualité nationale. L'actualité majeure dominante depuis le dernier Conseil des ministres est celle relative à l'annonce de cette politique de raccordement au réseau électrique du Bénin assortie de mesures de facilitation d'accès au branchement. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement précise les raisons d'une telle décision. 85 000 francs CFA. C'est normalement ce qu'il faut débourser et le gouvernement observe que ce niveau
de débours de la part des populations peut être un obstacle rédhibitoire à l'accès à l'énergie électrique. D'où, en faisant la réflexion d'ensemble autour de la problématique de l'accès à l'électricité, autant qu'à l'eau potable, et il vous souviendra que le chef de l'État a souvent dit l'eau potable et l'électricité, c'est deux intrants fondamentaux pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Cette réflexion d'ensemble a donc amené le gouvernement à prendre la décision d'élever résolument la question de l'accès à l'électricité au rang des préoccupations sociales. Ce qui va changer, c'est que nous aurons à terme un plus grand nombre de nos concitoyens raccordés au réseau électrique conventionnel. Au nombre des diverses préoccupations évoquées figure celle de la lutte contre le terrorisme. Sur ce, pas de crainte, rassure Wilfried Léandron-Béji. Je vous rassure de ce que le gouvernement, l'état-major, les forces de défense et de sécurité sont tous mobilisés et déterminés à faire front, comme ils ont commencé à le faire depuis. Cela n'empêche pas les tentatives ou les incursions que ces personnes mènent sur notre territoire, mais vous aurez noté au moins qu'il y a une riposte effective qui fait que ces personnes sont obligées de replier. Nous montons en puissance et plus les équipements sophistiqués que nous avons commandés arriveront, mieux notre riposte sera et davantage éclatante sera notre victoire contre ces personnes-là. S'agissant de l'organisation des élections législatives de 2023, le gouvernement jouera à coup sûr sa partition, rassure l'invité. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour empêcher les élections d'être inclusives dans notre pays. Jamais. Et davantage, pour celles qui viennent, il accomplira toutes les diligences de sa charge pour que toutes les partis et tous les partis politiques intéressés à la tenue des élections y participent tant qu'elles et ils le veulent. Pour le gouvernement, les règles du jeu sont claires, les lois les ont établies et chacun peut les respecter et s'engager dans la compétition. Sur le duel, les invités se sont prononcés sur la distinction du président en exercice de la CEDEAO, Patrice Talon, au rang de champion, puis la désignation de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, en tant que médiateur dans la crise en Guinée-Conakry. Par rapport au titre honorifique qu'on a attribué au président Patrice Talon, il faut quand même avouer qu'il a fait l'effort dans la sous-région de ramener parmi les milliers de trésors royaux du Bénin. Il faut l'encourager. Mais nous savons tous que cela n'est pas suffisant pour lui attribuer ce titre. Mais il faut avouer que les dernières rencontres que le président Patrice Talon a eues avec les anciens chefs d'État a contribué fortement à la nomination du président Boni Yayi. Le président Patrice Talon, l'image qu'il projette aujourd'hui, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international, honnêtement, n'a pas besoin forcément de cette distinction avant de se faire valoir. Et ce qu'on doit savoir, l'instance qui désigne l'ancien président Boni Yayi pour aller jouer les rôles de médiateur, cette instance-là, le chef de l'État l'exercice au Bénin, a son mot à dire. C'est vrai que le président Boni Yayi, il ne faut pas lui dénier toute l'expérience qu'il a en tant qu'ancien chef d'État, en tant qu'ancien président en exercice de l'Union africaine. Non, je pense qu'il ne faut pas prêter des intentions à des institutions sérieuses. Et sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes, les invités se sont prononcés sur la cessation de l'établissement de la carte d'identité non biométrique. Lorsque nous prenons d'abord l'ancienne carte, la carte jaune, le processus est assez long et ce processus-là, parfois, empêche ceux-là qui devraient être en possession de cette carte d'évoluer ou bien les empêche dans ce qu'ils entreprennent. C'est souvent difficile. Alors, décider aujourd'hui à ce que tout le monde établissent la carte biométrique et lorsque vous comparez les deux processus, c'est-à-dire le processus de l'établissement de l'ancienne carte, et le processus de l'établissement de la nouvelle carte, la carte biométrique, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment la nouvelle carte, en réalité, le processus est assez rapide. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres l'a rappelé, le processus est assez fluide pour que l'ANIP puisse donc satisfaire en un temps record les gens. Donc, moi, je pense que c'est une avancée. Quand on suit les actes du gouvernement, on constate qu'il y a de la logique dans ce qui se fait et dans ce qui se décide pour le bien du pays. Le Conseil des ministres, en interdisant désormais l'établissement de la carte.
Sur le décryptage, il a été question de la désignation par la CEDEAO de l'ancien chef de l'État du Bénin, Boni Yayi, comme médiateur de la crise en Guinée. La saisie des biens de l'opérateur économique Sébastien Adjavon par la justice et les attaques djihadistes au nord du pays ont été également abordées. Suivant alors le compte-rendu de Mathieu Bokor, présenté par Jeannot Dopéan. L'ex-président de la République, Boni Yayi, a été désigné médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la Guinée. Cette décision a été prise lors du 61e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Accra dimanche 3 juillet 2022. Une décision saluée par le consultant politique qui martèle que cette désignation n'est rien d'autre que la nouvelle donne constatée au niveau du Bénin. Boni Yayi n'aurait jamais été désigné si le Bénin n'était pas concentré. Il y a l'aval du Bénin. C'est le Bénin, c'est pas Patrice Talon, c'est le Bénin. Patrice Talon représente aujourd'hui le Bénin. La CEDEAO, qui est une communauté d'États, donc il ne peut jamais aller contre. Dans cette matière-là, si le Bénin posait une réserve, la CEDEAO a choisi Boni Yayi pour ses qualités sans doute intrinsèques. Ancien chef d'État, ancien président de l'Union africaine. Il a fait 10 ans au pouvoir, il a connu des situations délicates. Donc, c'est un homme avisé qu'on a désigné pour jeter un regard. Boni Yayi a géré le coup d'État de 2012 au Mali. Et avec succès, on peut dire plus ou moins, parce que ça a donné lieu à l'avènement d'un régime civil. Autant Boni Yayi a les qualités d'ancien président, autant il faut saluer le nouvel environnement auquel il s'adapte à compléter Agapit Napoléon Manforican. Un environnement que nous avons appelé il y a très tôt. Lorsqu'on voyait les chefs d'État descendre au marché, demander à l'incivisme, parce que un seul successeur était dans la dynamique de changement, on s'est dit, mais ce n'est pas son rôle. Les gens nous ont mal compris. Nous avons dit, quand on le voit en train d'arranger des gens pour qu'ils le suivent, pour qu'on puisse aller arrêter certaines choses, on dit, mais il n'est plus au pouvoir, il ne peut pas jouer un troisième tour. Il fut un temps. Il était attendu au palais, il est rentré au pays, il n'était pas allé voir le Patrice Talon. Donc, on peut se réjouir aujourd'hui qu'il ait compris. Il faut saluer tous ceux qui ont contribué à ce que le président Yayi retrouve aujourd'hui. Un peu, on l'a vu encore ce week-end, des activités du pays, au niveau du pays. On l'a vu déjà. Donc, il est au pays, il mène ses activités, même prophétiques, fait des sermons dans les églises. Il doit faire on attend pour qu'il fasse des conférences. Il fait des publications. Bien sûr. Il s'est prononcé la société internationale. Il s'est prononcé tout récemment sur l'industrie pharmaceutique. Voilà ce qu'on attend d'un ancien chef d'État. L'autre sujet abordé, la saisie des biens de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. Le 22 mars 2022, la Cour suprême a ordonné la saisie de la maison du soutien du chef de l'État, Patrice Talon, lors de son élection en 2016, qui avait un mois pour vendre ses biens et commencer à payer son amende qui s'élève à 160 millions de francs CFA. Alors que le président Patrice Talon a renoué les liens récemment avec les ex-chefs de l'État, une question mérite d'être posée. Un dialogue politique est-il impossible entre Patrice Talon et Sébastien Adjavon? Je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange Soglo, Yayi, c'est différent. Après, je ne pense pas qu'eux, ils aient des affaires judiciaires. Je ne sais pas s'il y a des condamnations qui les concernent. Alors vous évoquez le sujet qui a trait à l'exécution des décisions de justice. Et là, c'est plus compliqué. À partir du moment où on parle de l'approche politique de la réconciliation, je pense qu'il faudrait faire l'effort de comprendre que dans un contexte de démocratie, il faut gérer à la fois la politique, donc la gestion relationnelle, le management des hommes, des intérêts, au même titre qu'il faut gérer aussi la séparation des pouvoirs. Dans le cas d'espèce, il y a eu une condamnation de justice. Je ne vois pas le président Talon demander à la justice de ne pas s'exécuter au nom d'une certaine réconciliation. La question des attaques djihadistes a été également évoquée au cours du décryptage de ce dimanche 10 juillet 2022. L'association dénommée Famille Patriote a organisé ce samedi à Révier, dans le département de l'Atlantique, une journée de consultation médicale au profit des populations les plus défavorisées. L'initiative, qui est à sa 5e édition, vise à permettre aux femmes et enfants de se faire dépister afin de connaître mieux leur état de santé. Aziz Adam Soulé et Estelle Vichuedo pour le point.
C'est une initiative humanitaire qui en est à sa 5e édition. Après les échéances des années précédentes à Ekpe, Pobé, Ouida et Comé, l'association dénommée Famille Patriote renoue une fois encore avec la journée des consultations médicales gratuites. Cible choisie, les enfants et femmes du département de l'Atlantique et plus précisément ceux de l'arrondissement de Hévier. L'association Famille Patriote, depuis sa création en 2016, participe à l'amélioration du capital humain des populations béninoises. C'est pour cette raison que nous avons initié depuis 2015 donc une journée que nous avons appelée une journée de consultation médicale gratuite avec pour objectif donc de recevoir, d'aller vers les populations les plus défavorisées, les femmes, les enfants, d'accord, pour pouvoir leur apporter notre aide. Et quel type d'aide? C'est les recevoir gratuitement en consultation pour faire des bilans sanitaires, d'accord, dépister leur pathologie et si possible, en fonction de nos moyens, démarrer des prises en charge en leur mettant à disposition par exemple des médicaments de première nécessité. Un remerciement à l'endroit de toutes ces personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Il y a des personnes, des sponsors qui nous accompagnent chaque année que nous allons vers elles. Et c'est grâce à elles que nous arrivons à organiser cette journée. Une journée de consultation médicale gratuite au profit des couches défavorisées, c'est un élan de solidarité salutaire, selon la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance. C'est une très belle initiative de soutenir quand même le projet H qui est très cher au gouvernement actuel. Et l'association Famille Patriote a pris cette initiative d'offrir des consultations médicales gratuites aux populations, surtout défavorisées. Et vous avez vu comme moi que la cible était constituée en majorité des femmes et des enfants. Et c'est quand même une cible privilégiée du ministère en charge des Affaires sociales. Je crois que de ce que j'ai vu, je suis quand même très satisfaite. C'est une opportunité pour ces populations défavorisées à saisir. Et cette opportunité, elles l'ont bien saisie, ces bénéficiaires. D'ailleurs, elles ne cachent pas ici leur satisfaction de voir l'initiative se pérenniser. Ils nous ont bien accueillis, bien traités, tout s'est bien passé. Ils nous ont même donné des médicaments qui sont à leur disposition. C'est déjà très bon. Ça nous a beaucoup aidé. Ils peuvent continuer comme ça. Ça a été gratuit, je n'ai payé aucun fonds. Seulement pour l'échographie, j'ai payé la moitié des frais d'économie. C'est une très bonne initiative. Les bonnes choses du genre qui se font nous permettront d'abord de connaître notre corps. La santé est très précieuse. Avec notre ignorance, cette séance nous interpelle à prendre soin de nous davantage. Nous remercions donc l'initiateur pour les connaissances reçues et approfondies. Qu'il soit vraiment remercié. On a aussi eu à faire des consultations, des analyses sur place. Et aussi, nous avons reçu des médicaments. Pour rappel, l'association Famille Patriote est à but non lucratif. Elle s'emploie depuis sa création au bien-être des populations défavorisées. Dernier élément pour clore ce journal de la mi-journée. Retour sur la célébration de la Tabaski ce samedi 9 juillet. Après la prière au niveau des différentes places Idi, parents, amis et connaissances se sont regroupés autour des fidèles pour des moments de partage et de convivialité. Une de nos équipes a fait une incursion dans quelques familles pour constater l'ambiance. Suivez le reportage de Modeste Dossou-Togbe et de Melvina Chabi. À peine renvoyé par l'imam, après la prière au niveau des places Idi, chaque fidèle regagne sa maison pour offrir en sacrifice le mouton destiné à l'offrande. Nous avons fait une incursion dans le ménage des Bachabi qui réside dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans cette famille, les tâches sont bien réparties. Les hommes procèdent à l'immolation des béliers et passent au nettoyage et au découpage de la viande, pendant que les femmes, elles, s'attellent à la cuisson. L'odeur de la viande s'empare déjà de toute la maisonnée et même le voisinage. Invités, amis, parents se réjouissent avec leurs hôtes. C'est mon beau-fils qui nous a invités pour fêter avec lui.
ce qui explique notre présence avec cette ambiance. La fête est belle. L'ambiance est bonne, ça se passe dans une très bonne ambiance. Chaque fête musulmane, il m'a toujours invité. Ce qui se passe au niveau du monde musulman est plus rassembleur. Ça appelle beaucoup plus à observer la paix et l'amour entre les humains. Je suis très content d'être là. Ça se passe à merveille. Je suis vraiment sidéré par tout ce qui se passe. C'est vraiment une chance pour moi d'être ici. Les musulmans sont quand même assez bien unis et tout. Ça interpelle à revoir nos comportements. Ce même scénario se passe simultanément dans presque tous les ménages musulmans de la ville. On a bien fêté sans se plaindre. Il n'y a pas d'argent, mais pourtant, ça s'est bien passé. On a immolé un bélier et un bœuf. C'est comme à l'accoutumée et on a partagé avec les voisins et toutes nos connaissances. On ne s'accapare pas de toute la viande. Nous suivons les préceptes du prophète. Moment de grâce et de réjouissance pour les musulmans et non-musulmans. Certains musulmans, par alliance, ont pris l'habitude de sacrifier chaque année un animal en mémoire de leurs êtres chers. Ma chère maman est musulmane d'origine, mon épouse est musulmane d'origine. Vous allez constater, nous distribuons la viande dans toutes les maisons du quartier. Les amis qui ont la chance de tomber dedans prennent aussi leur part. Le but même, c'est de donner à manger à tous ceux qui nous entourent. Nous remercions le Tout-Puissant de nous donner toujours cette force et nous souhaitons une très longue vie à tous ceux qui viennent nous soutenir dans ces sacrifices. C'est dans cette ambiance conviviale que bon nombre de musulmans ont fêté ce 9 juillet 2022. Ceux qui n'ont pas pu tuer de bêtes à la tabaski et qui ont les moyens ont 3 jours pour s'acquitter de cette prescription. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, Etelebene en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etelebene, et également via notre application iOS et Android, Etelebene. Etele, avec vous, pour vous.